Dance. Soca dance. Soca dance. Dance, dance. La voix, tu l'as un peu techno, t'as dance, dance. C'est mon côté Soca remix. dance, dance. C'est mon côté David Guetta. Qui chantait Soca Dance? Quelqu'un de décédé. Des gens, ouais. De Soca décédé. Soca Dead, du coup. Bienvenue dans Next Épisode, votre rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais tout ceci dans le respect du produit. Sauf qu'aujourd'hui, je change les règles, j'en ai rien à faire, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Sauf qu'aujourd'hui, soyez prévenus, aucune réserve ne sera tolérée quant à la série que nous allons aborder, puisqu'il s'agit de Trollhunters, merveille animée signée Guillermo del Toro. Pour en parler, la Claire Nunez de l'émission, oui c'est comme ça, qui dit première venue dit premier surnom. Bienvenue, Perrine Kenson. Ah, merci Charline, j'aime beaucoup. C'est bien, Claire. Non, c'est un troll, hein, c'est pas Claire Nunez. Alors j'avais vaillamment écrit et le Jimmy du lac de l'émission, que je vais donc changer tout de suite, et le Arg de l'émission. C'est vrai. Renan Cros, Salut. bonjour. Enchanté. Avant d'aller faire un tour à Arcadia pour la saison 3, l'info du jour. Et je prends mon élan pour annoncer le casting suivant. Regina King, Don Johnson, Louis Gossett Jr. au casting de The Watchmen, la série pilotée par Damon Lindelof d'après l'œuvre colossale d'Alan Moore et sans doute sans son aval, parce qu'il n'y a pas de raison non plus. Une série qui prendra quelques libertés avec la BD, c'est ce qu'explique son showrunner. Je cite, « Cette histoire se déroulera dans le même monde mais doit rester originale. Elle a besoin d'être en résonance avec le monde de Trump, de May, de Poutine et le cheval sur lequel il se balade torse nu. » Rien que pour ça, j'ai envie de regarder cette série. Certains des personnages seront inconnus, de nouveaux visages, de nouveaux masques, et c'est ici que nous prendrons nos plus grands risques. Fin de citation, le tout sera diffusé sur HBO. Avec votre attention, oui ou non? Oui, pour comparer avec c'est Zack un Snyder. oui-mou, hein. C'est un Oui, oui-mou. mais parce que Zack Snyder avait déjà fait un peu de mal au livre. Alors beaucoup. Ouais. Ouais. Je suis pas sûre. Le problème de Damon Lindelof, c'est qu'il va faire la série, il va s'en prendre plein la gueule, après il va s'excuser. Puis il va tuer tout le monde. Il a pas compris avec Lost quand il s'en était pris plein la gueule et qu'il faut. Alors, tu t'es quand même au courant qu'il y a une réserve C'est ici. vrai. C'est-à-dire, tu n'aimes pas Lost, tu n'as pas le droit d'en Ferme ta parler gueule, en fait. j'ai bien compris. C'est le même principe que pas d'utérus, pas d'avis. Tu n'aimes pas Lost, tu n'en parles pas. D'accord. D'accord. Bah donc je très hâte de voir Watchmen. Damon Lindelof. C'est pas très compliqué. Quelle intégrité. Total. Avec Charline, tu sais, moi je marche au pas. Hein. Allez hop à la chasse. The quest ends triumphant! See here the instrument of our ascension, the staff of Avalon. Merlin's tool holds the key to our long-awaited victory. Soon the eternal night will fall, and with it, the world! Eh ben oui, c'est l'enfer. Ah bah oui, avec une voix comme ça pour désannoncer. C'est hyper cool de passer un son de Perrine à la fin de sa semaine qui sort de sa semaine de boulot, c'est hyper cool. Alors, toi, depuis que je sais que tu fais la Soca Dance, Ah, tu c'est n'as vrai. plus le droit. Soca Donc Dance. oui, Allez, c'est l'enfer. Gunmar a non seulement désormais une armée conséquente, mais là, en plus, il a réussi à trouver Morgana. La galère est complètement là. Vous ne comprenez pas un traître mot de ce que je vous dis. Eh bien, rappel des épisodes précédents sur le chemin de l'école. Jimmy Dulac, un adolescent de 15 ans, trébuche par inadvertance sur une amulette magique. Jimmy se retrouve soudainement destiné à être le protecteur du monde, des trolls et des humains. Mais comme c'est Trollhunters avec un S, il est accompagné dans sa tâche par Claire, Toby, Blinky et Arg. Et c'est beau, en fait. Alors tout de suite Merci. j'émets un bémol qui vient non pas de moi mais de mes neveux qui m'ont dit mais tonton je ne comprends pas le principe, ça s'appelle chasseur de trolls mais il est pote avec les trolls. Eh bien je vous pose cette question, pourquoi ça s'appelle chasseur de trolls alors qu'il est pote avec les trolls? Oui, mais qu'il chasse aussi des trolls. Tous les trolls ne sont pas... Alors il est chasseur des trolls méchants. Ben Donc oui. ça devrait s'appeler chasseur de trolls méchants. Et ça ferait un très bon titre et les gens regarderaient. C'est vrai. Oui, mais en même temps, il y a des trolls gentils qui se retrouvent à devenir méchants. Donc en fait, tout est dans la nuance en permanence. Tu peux pas faire des méchants et des gentils en permanence. Tu expliqueras ça à tes Vous neveux. m'avez bien répondu à la question, merci. Le monde n'est pas tout blanc ou tout noir. C'est une Renan nuance de Cros. gris. C'est une nuance de gris. Sinon, c'est un chef-d'œuvre, c'est génial, on se roule dedans. Enfin, moi, c'est un peu la seule série, vraiment, je vais être honnête, avec Atlanta de Donald Glover, où je suis excité à l'idée de la retrouver.
Alors ça paraît un peu étrange parce que c'est une série pour enfants, mais je suis excité à l'idée de retrouver. C'est pas que pour Ça dépend enfants. comment tu le dis. Ouais, mais c'est ça. Mais il y a un truc dans Trollhunter. Il aime les trolls. C'est ça. Je suis hyper content de les retrouver. J'ai 12 ans et demi quand je regarde ça. Je trouve ça vraiment hyper bien écrit, hyper bien foutu. Et surtout, je vais le dire avec un bémol gigantesque, c'est que normalement, je n'aime pas du tout, en tout cas globalement, l'œuvre de Guillermo del Toro qui m'ennuie souvent. J'en peux plus de toi. Le mec, il aime pas Lost, il aime pas de Guillermo del Toro, c'est pas possible. Ben, j'ai un peu de réserve sur son cinéma et là je n'ai aucune réserve. Je trouve que c'est ce qu'il a fait de mieux écrit, de mieux travaillé. Les personnages sont tous formidables, c'est attachant et surtout je trouve qu'il y a une écriture qui est vraiment une écriture extrêmement profonde. C'est-à-dire que au départ on commence la série, pour ceux qui n'ont pas commencé, on se dit ouais bon allez une connerie, il y a des trolls, des amulettes et tout ça, c'est un peu la caverne de la Rose d'Or et en fait non, tout d'un coup on rentre dans un truc extrêmement bien écrit, très nuancé sur ce qu'est aussi l'adolescence, le passage à l'âge adulte, l'appartenance à une communauté. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment magique comme série. Mais je peux que me placer en plus un. Je suis désolée si j'ai une mémoire. Guillermo del Toro, c'est Non, pas. moi, ça c'est suffit. pas. Coupez-moi les micros, on arrête tout de suite. cette émission. Mais c'est vrai que je suis pas une particulièrement touchée par l'œuvre de del Toro, que je pense être un très grand cinéphile, un très grand quelqu'un qui parle très bien de cinéma, mais je suis pas sûre d'aimer son cinéma. Et là, je trouve qu'avec l'écrin Trollhunters, il a cette possibilité de pouvoir étendre tout à fait une histoire là où il est peut-être un peu contraint dans un format film de 2 heures, par exemple. Il est peut-être un petit peu ramassé. Là, il a le temps sur maintenant 3 saisons d'avoir pu créer des personnages, créer des situations. Visuellement, la série n'est pas ultra spectaculaire. C'est DreamWorks, ça ressemble à un DreamWorks. Moi, je trouve pas ça terriblement sublime, sauf la partie marché des trolls, qui est par le coup très détaillée, très très bien faite, et notamment faite par une société française, sachez-le. Mais la petite info en plus qui fait plaisir. Mais non, voilà, en soi, je trouve que ça, et justement le fait que ça soit des lignes assez pures, assez légères, pas très détaillées, fait qu'on s'intéresse beaucoup plus à l'intériorité des personnages. Et on a des personnages très très forts, très très bien écrits, très très intéressants, et une série qui, certes, de base, on a l'impression que c'est pour les enfants, mais je trouve qu'à aucun moment ça prend les enfants pour des idiots. Ça a pas peur de créer du drama, du vrai drame, comme de la peur et de créer de la et peur. Et puis vraiment cette sensation qu'on tue la mère de Bambi toutes les 4 secondes en fait. Et Là, moi j'aime bien. avec du drama, alors au-delà de l'intrigue des trolls, du drama de proximité aussi. C'est-à-dire que le petit héros vit seul avec sa mère, le père a disparu de la circulation, enfin il se retrouve dans un rôle de protecteur en même temps. Je trouve que c'est une série qui parle extrêmement bien de la famille. Oui, exactement. Et surtout de la famille qu'on se crée aussi, comme toutes les grands films pour Comme enfants. Fast and Furious, quoi. Comme Fast and Furious aussi. Comme tous les grands films. Mon enchaînement est complètement foutu maintenant. Et comme tous les grands films pour enfants, Fast and Furious, c'est effectivement la famille qu'on se crée et qu'on finit par... Il y a aussi un principe d'apprivoiser, c'est-à-dire ce qui est assez beau et qui est un peu un principe enfantin, qui est les créatures qui vivent la nuit et dont on a peur et qu'on finit par... C'est un peu E.T., c'est un peu tout ça qu'on apprivoise. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait d'apprivoiser ces personnages-là, ça court tout le long des saisons. C'est-à-dire qu'on n'a jamais l'impression que ça y est, c'est acté, c'est acquis. Le leitmotiv de la série, c'est que Jimmy Dulek doit s'entraîner, il doit apprendre, il doit continuer à apprendre. Parce que précisons qu'il n'est pas d'une force herculéenne, ce qui est normalement le cas des chasseurs de trolls. C'est un petit gamin plutôt frêle. C'est le premier humain à se retrouver dans cette position-là, encore une fois. Ce qui d'ailleurs repose la question, comment des trolls peuvent tuer des trolls. Enfin bon, il y a des choses un peu compliquées dans cette histoire. Comment le chasseur de trolls qui était troll tuait les personnes de son espèce, même si elles étaient méchantes. C'est pas très clair, pardon. Et comment les humains tuent des autres humains. Enfin, on peut rentrer dans des trucs très dramatiques. Ça s'appelle la vie, tout simplement. Okay, autant pour moi. Le troll est un troll pour le troll. Enfin, je sais pas. Le troll est un troll. Et life is a bitch and then you die. Je crois que c'est ça. On a fait un bel enchaînement. Allez-y, continuez, je vous en supplie. Merci. Voilà, donc il s'entraîne en permanence et vraiment le leitmotiv de la série, c'est ça, c'est qu'il faut apprendre. Et la belle idée, c'est qu'on n'apprend pas tout seul, on apprend grâce aux autres. Ça paraît un peu neuneux, ça paraît un peu Céline Dion comme ça, mais en fait, c'est vraiment très bien raconté. C'est-à-dire, c'est bien Trollhunters avec un S et pas Trollhunters, c'est-à-dire comment ce personnage va déjouer justement les règles du héros et devenir des héros, avec notamment son meilleur pote qui au départ est un peu un personnage relou, c'est-à-dire moi je l'adore. Mais oui, il est génial, mais au départ on se dit ok, on a encore se taper le personnage avec un peu d'embonpoint, un peu coinsos, un peu machin. Qui vit avec sa grand-mère, voilà. qui est un peu le souffre-douleur de l'école, et en fait en quelques épisodes il renverse le truc. Il est hilarant, il est drôle, il fait équipe avec un troll. C'est là aussi que marche. Et puis surtout c'est un personnage qui a de la profondeur. Et pareil, donc Claire Nunez, qui est donc au départ le love interest de la série, devient en fait un vrai personnage actant. Et c'est ça qui est très fort. On a l'impression qu'ils ont appris toutes les leçons du progressisme dans l'écriture sans nous en faire des tartines. C'est-à-dire ils n'ont pas besoin de nous dire t'as vu mon personnage féminin, il est féministe. Non, on comprend par sa place dans le récit l'importance que ça a d'un vrai personnage féminin.
Mais il y a quelque chose qui m'a fait penser un petit peu dans le déroulé de la série, légèrement à Harry Potter, mais c'est assez évident puisqu'on a cette espèce de trio principal. Alors après, d'autres personnages se rajoutent qui sont très très bien écrits. Moi, je me souviens dans la saison 2, il y a un personnage de bully là, le mec le blond, le mec qu'on imagine faire du foot américain, voilà, qui en fait finalement a une profondeur lui aussi. Et ils arrivent à faire ça et qui fait équipe avec le petit nerdy de la bande. Et ça marche plutôt bien. Ils font des paires comme ça qui sont assez amusantes. Mais on a ce trio de base comme ça, Toby, Claire et Jim, qui fonctionne très bien parce que comme tu disais, ça déconstruit le héros solitaire, le héros sur son cheval blanc seul qui va affronter le mal et qui en fait te dit non, c'est un travail d'équipe avant toute chose. Les héros, ils ont plusieurs formes, ils ont plusieurs visages et c'est l'équipe qui compte. C'est ensemble qu'on progresse, c'est ensemble qu'on marche. Et d'ailleurs, il y a vraiment tout un truc très chouette qu'on entend rarement dans les films pour enfants ou même dans les films tout court, c'est l'idée que le sacrifice est stupide. C'est-à-dire qu'en permanence, quand les personnages veulent se sacrifier, on leur dit mais il n'y va pas tout seul. Mais t'es relou. Enfin, tu vois, pourquoi tu veux absolument te sacrifier? Pourquoi? Et d'ailleurs, sans trop en révéler, quand l'un des personnages va se sacrifier, en fait, ça ne va rien apporter de bien. C'est-à-dire qu'ils vont ça va réenclencher l'intrigue dans autre chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toujours quelque chose de positif dans le drama, ce qui est quand même assez rare et assez chouette pour le noter dans la fiction pour enfants. Je peux dire que j'ai pleuré devant Trollhunters. Tu peux dire que j'ai pleuré parce que j'ai pleuré aussi. Moi aussi, d'accord. Ça amène. Moi, je me suis caché les yeux aussi. J'ai eu un peu peur. Il y a un méchant une méchante avec des lames de. Ah, la changeling là. Peut-être une faucille et un marteau quoi. Quasiment, on est dans Red is Dead. Une communiste très très méchante qui vient et qui est vraiment assez violente et assez vénère. Et ça m'a surpris. Je me suis caché les yeux. Voilà. Bon. Non, moi j'ai plus pleuré que eu peur quand même, faut pas exagérer. Chacun sa sensibilité. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs niveaux de compréhension et que, confession de mauvaise mère, c'est la première fois que j'ai binge-watché une série avec ma fille. Mais c'est ce que j'allais dire, parce que moi j'ai découvert le sens du mot binge, je le connaissais évidemment comme tout le monde, hein. J'ai un peu de culture, un petit peu de vocabulaire, enfin j'espère, du moins j'essaye. C'est bilingue. Mais, bilingue, exactement, enfin je connais ça pour l'alcool, mais je connaissais pas ça pour les séries vraiment, et donc d'un seul coup, c'est Trollhunters que j'ai découvert ce truc-là, parce que quand j'ai démarré la saison 1, je ne m'attendais pas à plonger comme ça, comme une folle. Tu veux dire qu'elle t'a été conseillée par quelqu'un de formidable? Non, pas du tout, j'avais démarré avant vous, je crois. Et donc, mais je me suis fait les 26 épisodes d'affilée. J'ai fait 9 heures de Trollhunters. 9 heures de Trollhunters. Voilà. Et à la fin, j'étais au bout de ma vie, soyons bien clairs. Les auditeurs sont au courant que ta vie est triste. Oui. C'est très bien. Mais je comprends, c'est hyper addictif en fait. Parce que l'intrigue est très prenante. Et vraiment, les cliffhangers de fin d'épisode, je me dis, je vais pas me laisser avoir par un truc pour les enfants. Non. Et résultat, encore hier soir, je me dis, mais je peux pas arrêter maintenant, je peux pas. Ça, c'est vraiment très bien écrit, les cliffhangers. Et surtout qu'ils sont pas trop putassiers. C'est-à-dire un peu, il y a quand même 2-3 moments où tu fais, non, tu vas quand même pas t'arrêter là. Bon, il s'arrête là. Mais il y a vraiment une manière d'enclencher le récit. Et même parfois, il y a des structures de récit avec des flashbacks, des retours en arrière. On se dit, mais pourquoi on a. Et tout d'un coup, c'est vraiment bien foutu, ça. Et aussi, ce principe de série adulte, c'est-à-dire, il y a une intrigue au long cours qui est extrêmement prenante et la série se permet, sur certains épisodes, de l'abandonner pour faire un unitaire sur un autre thème, en fait, sur la famille, sur. Ce qui est quand même très étrange. Ouais, puis en fait, on pourrait se dire, bon, super, donc ils chassent les trolls, il y a un méchant et qui va revenir. On pourrait se dire, bon, ok, en fait, ils tiennent là sur 3 saisons un truc qui est vraiment mythologique. C'est-à-dire que plus on avance, plus on a envie de découvrir ce qui se cache derrière les personnages, ce qui se cache derrière le monde des trolls. C'est-à-dire que notamment, plus on découvre d'autres univers trolls, plus on a envie d'en découvrir. C'est quand même l'antithèse de Westworld. Oui, et puis avec ce truc très malin aussi, qui est ces personnages qui sont à la base assignés à des rôles particuliers, ce qu'on disait le sportif, le nerd, le petit, et ben sont finalement pas ce qu'ils semblent être pour la plupart. Et puis ils sont quand même tous un peu badass. On a envie de le dire, mais quand même, ils ont tous des armes à feu. Ils sont tous hyper courageux, surtout quand même. Des armes à feu. T'as vu notre série, toi, en fait. Mais c'est pas GTA. Non, ils ont tous des armes, des boucliers. Franchement, l'armure de Jim, elle est un peu cool. Hein, quand il y a le casque qui apparaît et tout, le marteau, il est un peu dingo. Enfin, il y a un côté un peu jouissif au titre de jeu vidéo. Mais ce que j'ai dit, un jeu vidéo, parce que vous disiez, enfin, je sais plus. Mais en tout cas, on se tutoie. D'accord. Globalement, tu me vois, hein, sinon c'est pas possible. Tu vas baisser d'un ton surtout. Mais non, mais voilà ce que tu disais sur le fait qu'on a envie de découvrir d'autres mondes. Ça va dans cette idée du jeu vidéo, parce que pareil, quand même, de saison en saison, on a l'impression qu'on monte en méchant. À chaque fois, on monte en gamme. On monte en gamme de méchants et on découvre toujours le Bowser supplémentaire qui arrive. Là, on a une méchante qui moi, elle arrive là et je trouve qu'elle a l'air. C'est Angelica Houston qui la double. Ça aussi, c'est un peu cool. Parce que ça, c'est un truc qu'on peut mentionner. C'est un truc génial dans la série si on le regarde en VO, parce que bon, c'est vrai qu'après pour les plus petits, c'est sûr qu'en VF c'est plus simple. Mais la VO, elle a des doubleurs, enfin un casting de voix.
quand même un tantinet hallucinant et le très regretté évidemment Anthony Elfhin quoi pour et Ron Perlman. Ron, il n'est pas regretté parce qu'il est, de toute façon, il va bien. Mais, on va perso préféré Arg. Perso préféré, ouais, Arg quand même. Arg, ouais, parce qu'il est poilu et qu'il est sympa. J'aime bien Blinky, un peu relou, mais moi j'aime bien le duo Blinky Dictachus en fait. Je trouve que ensemble, là le côté le bright side et le dark side, surtout qu'il y en a un, c'est quand même Luke Skywalker qui le double. Ouais. Donc j'aime bien cette idée-là. Et Toby quand même. On aime bien aussi les nains de jardin. Mais moi j'ai pleuré avec le nain de jardin. Bah, moi c'est à cause du nain de jardin que j'ai pleuré. Il y a un moment hyper drama sur le nain de jardin. Je suis juste en train d'imaginer des gens n'ayant jamais vu cette série entendre cette phrase. Mais moi c'est à cause du nain de jardin que j'ai pleuré. Mais globalement les auditeurs savent que les gens qui font cette émission sont complètement dépressifs. De santé, non mais ce nain, ils sont formidables les nains de jardin là qui courent partout, celui qui est amoureux d'une poupée Barbie, c'est formidable. Et le faux frère. Ah le faux frère qui bouffe des chaussettes et tout, il est trop bien. Note Enrique quoi. Note Enrique, c'est son nom. Et toute la toute une partie de la saison 2 qui se passe dans le Dark World qui est vraiment formidable, où ils osent aussi des trucs un peu abstraits, un peu étranges. Mais c'est les parties, alors tu disais le marché des trolls, c'est la partie visuellement époustouflante. Moi je trouve que tous les mondes parallèles, enfin j'entends par là tous les mondes hors réalité sont visuellement assez époustouflant. Ouais, et là, moi, je sens la patte Del Toro. Oui, vraiment, complètement. Dans la création des monstres, dans la création des complètement. mondes. Et on sent Del Toro, justement, libre d'une sorte de gourmandise de personnages, de spectateurs. Là où moi je trouve que dans les films, de moins en moins, là, je trouve que là, La Forme de l'eau, ça tient vraiment bien pour ça. C'est-à-dire que on sent qu'il arrive à canaliser là une sorte d'énergie. Il tient ses personnages, il tient son récit. Je pense que vraiment The Strain qu'il avait fait, que c'est une autre série de lui qui était pas si réussi que ça, qui était pas mal. Là, je trouve que l'univers enfantin lui va bien, que l'univers qu'il a créé est vraiment très très chouette. Enfin, il y a un truc évident. Enfin, vraiment, je serais surpris qu'un gamin entre, on va dire, 8 et 15 ans trouve ça vraiment pas bien. Je serais vraiment surpris parce que ou alors c'est vraiment un gamin qui a déjà plus goût à rien, mais il y a un truc. Mais il y a un côté teen série, vraiment, plus que série enfantine, moi je trouve. Il y a un vrai, quelque chose de l'ordre de l'adolescence. Ouais, parce qu'en plus, il y a une évolution des personnages. Enfin, clairement, Jim, c'est un personnage qui vous le disiez tous les deux avant, mais ce personnage-là est en progression. On part du petit gringalet, timide, incapable de parler vraiment aux filles, un petit peu, jeune, très jeune, et qui d'un seul coup va se découvrir une force physique certaine, mais surtout une force morale, une force. Il apprend à faire des choix, et c'est son passage à lui à l'âge adulte, c'est-à-dire que la saison 3 avance vers cette idée qu'il quitte le monde un petit peu de l'enfance, le monde d'une certaine jeune adolescence. Les gens qui l'ont gardé, qui l'ont protégé, et puis il doit faire des choix, et c'est très difficile pour lui, parce qu'en fait tout ce combat entre garder son humanité ou tomber dans le côté troll, et pas le côté troll positif, c'est tout le combat qu'il doit affronter dans la 3e saison. C'est aussi son combat de abandonner sa jeunesse, mais sans oublier d'être et puis il y a un côté Star Wars qui plane au-dessus un peu, le côté obscur de la force, tout ça c'est assez chouette. Ça c'est déjà en germe dès le début dans le personnage de Jim, c'est-à-dire que toutes les valeurs sont inversées. C'est un gamin qui vit avec une mère qui est médecin mais absente, et c'est lui qui est un peu en protection et en gestion de la mère, et le premier acte de bravoure qu'il a, un des premiers, c'est de protéger sa mère en fait. C'est-à-dire que là on sent déjà qu'il y a un truc, un basculement dans les valeurs. Une subtilité d'écriture en fait. Et même dans la première saison, il y a tout un travail autour de Roméo et Juliette. Je sais pas si il y a tout ce jeu sur Parce qu'ils vont jouer Roméo et Juliette. Ils vont jouer Roméo et Juliette, et donc ça se mélange entre Roméo et Juliette et la chasse des trolls. C'est vraiment hyper bien écrit. Enfin, il y a vraiment une finesse dans la manière d'amener ça. Et surtout, là, on a l'impression que c'est une série très dramatique. Il y a des scènes d'action dingo, des scènes de poursuite, des bastons. Et c'est drôle. Mais c'est drôle, effectivement. C'est drama, mais il y a de l'action, évidemment, et elles sont assez badass. Mais moi, je ris seule devant ma télé en regardant ça. Toby, j'en reviens à Toby, quoi. Toby, mais je pensais aussi au personnage de Note Enrique. Et puis moi, le Nain de Jardin et Note Enrique sont un petit peu mes hashtags préférés, quoi. Mais juste les personnages d'adultes ne sont pas prétextes, parce que souvent quand on a un film un peu à hauteur d'enfants comme ça, les personnages d'adultes sont juste là pour passer, et alors que là, que ce soit la mère, que ce soit le professeur Strickler, que ce soit en fait n'importe qui, ces personnages existent, même s'ils ont 3 scènes, ils existent, quoi. Et en plus, c'est une très bonne idée, ce personnage, je trouve, de Strickler. C'est la menace venant de l'adulte envers l'enfant, de l'enseignant. Ouais, non, mais c'est quand même c'est assez gonflé. Moi, je trouve qu'il y a des intrigues assez gonflées. C'est à la Buffy. Moi, je en fait, c'est ça. J'y pensais là en vous écoutant. En fait, c'est une. Elle est brillante. Mais complètement, mais c'est vrai, je suis bluffé. Elle brille un peu parce qu'il fait chaud aussi. C'est vraiment, je crois, peut-être l'héritière de Buffy. C'est-à-dire que
Jimmy, c'est l'héritière de Buffy. Jimmy, c'est l'héritière de Buffy. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec Perrine. En fait, c'est ça, c'est Buffy contre les vampires. C'est quelqu'un qui n'était pas prévu Ouais. et qui finalement se retrouve à devoir affronter quelque chose qui le dépasse et évoluer grâce à ça et avec des copains. Et avec son des copains, Scooby-Gang. avec des thématiques qui sont le passage à l'âge adulte. Alors évidemment, il y a l'animation qui rend d'un premier abord ça un peu plus enfantin, un peu plus cheesy, alors qu'en fait, je pense que c'est tout aussi, ou en tout cas, ça envisage d'être tout aussi complexe et dramatique qu'a pu l'être Buffy, tout aussi ambitieux parfois. Ça reste quand même dans le cadre de la série au départ d'animation, c'est plutôt pour un public de jeunes, on va dire, mais je pense que la série va gagner, puisqu'elle a l'air de vouloir se continuer, comme un peu Harry Potter, à évoluer avec l'âge de ses personnages. C'est-à-dire de plus en plus flippant. De plus en plus flippant et de plus en plus raide. Et du coup, en parlant de Buffy, vous êtes tous les deux grillés une reco possible, parce que je vais vous en demander une, évidemment. Et ben moi je l'avais préparé. Vas-y. Adventure Bonne Time élève. qui est disponible sur Netflix, qui est pareil une série d'animation. Alors là on quitte un peu l'univers extrêmement bien écrit, très précis de Trollhunter. Là c'est n'importe quoi. Ça se passe au pays des gâteaux, il y a un chien qui parle, il y a un gamin avec une cagoule, il y a la fée des chewing-gums. Camoulox. C'est complètement ça. C'est une espèce de shoot. Vous voyez, vous savez, dans Les Trois Frères, ils prennent un acide où le mec fait Mickey, tout ça, Mickey. Ils prennent du Walt Disney. Ils prennent du Walt Disney. Et ben moi j'ai l'impression que quand je regarde Tu viens de citer les inconnus dans cette émission. Ben oui. Tu n'aimes pas Lost. Tu cartonnes Guillermo del Toro et tu cites les inconnus. Je pense que ta place est menacée. Hein. Et donc il y a un truc vraiment très chouette, c'est une sorte de Walt Disney dingo et un peu débile. Il y a un chien qui parle, on fait des concours de sauts sur des marshmallows. C'est vraiment très rigolo à regarder. Le premier épisode, c'est une attaque de zombies parce que la fée a voulu ranimer ses copains fraises Tagada. C'est complètement débile. Moi j'adore. Adventure Time, disponible sur Netflix. Perrine. Oui, je me suis grillé Marocco, évidemment. Ouais, mais Buffy. c'est ta première, t'as tous les droits. Si tu veux redire C'est Buffy, t'as le dégueulasse. droit. Lui, il peut pas, mais toi, tu peux. Mais j'en avais une autre au passage, c'est marrant que tu dises Adventure Time parce que c'est sur la même chaîne, c'est Cartoon Network, si je dis pas de bêtises. Moi, c'est disponible sur Netflix maintenant. Celle que je vais citer, non. Et donc, mais j'arrive plus à me souvenir du titre en entier. Malheureusement, c'est Gumball, mais j'arrive plus à me souvenir le titre en entier. Je crois que c'est Gumball. Les extraordinaires aventures de Gumball ou quelque chose comme ça. Mais ce qui est intéressant avec ce personnage de Gumball, donc c'est l'histoire d'un petit garçon bleu qui vit avec son frère orange et son père rose qui est une sorte de lapin. Et là, tu lui fais pas Camoulox, c'est dégueulasse. Non, parce que je trouve ça passionnant. Mais il est à l'école et en fait il lui arrive plein de choses, et donc ce qui est assez intéressant dans cette série, c'est que ça mêle tout type d'animation. Donc on a de l'animation un peu 2D, de l'animation 3D, on a carrément un dinosaure comme un dinosaure de Jurassic Park, on a voilà, un mélange de plein de types d'animation avec parfois du fond réel en permanence. Donc c'est un mélange parce qu'il y a du Jurassic Park que t'adores ça, évidemment. Mais pas que, en fait, c'est-à-dire que c'est un truc sur l'amitié, sur l'enfance, mais totalement barré, ça va tellement loin, c'est-à-dire qu'un épisode part d'une situation relativement normale pour finir dans un truc complètement barré où il y a les parents qui essaient de tuer les enfants. Enfin, c'est vraiment un truc assez fou furieux. Et pareil, c'est à la base pour les enfants, mais je pense que je mettrai pas tous les enfants devant parce que c'est littéralement taré comme série. Donc si vous avez l'occasion, Gumball, c'est absolument démentiel. Alors, puisqu'on parle animation et choses un peu zinzin, j'attends avec une impatience folle le Matt Groening qui arrive cet été sur... Disenchanted. Mais je me permets une petite reco, parce qu'en même temps, je fais ce que je veux. C'est vrai, c'est chez toi. How to Train Your Dragon. Oh là là. Bah oui, le passage à l'âge adulte. Oh oui. Voilà. Alors, je vais même pas pitcher, parce que je crois que ça suffit si vous n'avez pas vu ces films et la série, qui est pas si mal. Et le troisième arrive bientôt, le troisième film arrive bientôt. Oui, on est trop contents. Là, j'ai pleuré Dragon 2, j'ai pleuré ma vie. Pleuré ma vie. Ma vie était là, elle pleurait. Je pleurais. Croque-mouille, il me regarde, je pleure. Non. Fini. Mais surtout, on veut un croque-mouche chez Mais soi. oui, on veut tous un croque-mouille, quoi. C'est un petit chat. Anne Hidalgo, si tu nous... Non, ça marchera pas, laissez tomber. On va s'arrêter ici. Perrine Kenson, merci beaucoup. Revenez quand vous voulez. Renan Cros, on va voir. Je reviendrai dans cette émission. Next épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, même heure. L'idée est là, mais la cohérence n'est pas là du tout, quoi. Fin de séance, le lundi à 19h. Il a des très très bonnes intentions, puis tout s'écroule sous une dramaturgie vraiment hyper poussive. Retrouvez Thomas Camacho et Pierre Delors. C'était quand même le grand écart entre Source Code et Warcraft. On s'était d'ailleurs posé la question, pourquoi Warcraft ? Et sur toutes les applications podcast.